Eh coucou, comment ça va? Vous allez bien? Ah ça va très bien, merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? En forme ce mardi matin? Ouais ça va. Doucement ce matin, vous avez vu hein. Ah c'est un petit réveil en douceur hein. Je sais pas vous mais moi je me suis réveillé en douceur. En plus il fait moche. Donc je peux vous dire que je vais pas sauter au plafond hein. Dans un bleu du ciel. J'ai mis une petite story sur Instagram. Avec un petit peu de Vaiana. Que t'as 13 heures. Alors comment ça va tout le monde? Ah bah vous êtes nombreuses et nombreuses ce matin. Je regarde un peu. Les pseudos cachés. Piscinounours. Ça me fait rire. Ça me fait rire parce que bah il y a des pseudos qu'on voit pas ou rarement dans le chat, voire pas du tout. Zéro Véro. Lurx. Allez salut tout le monde. Bon bah ça va bien chez vous, allez on a éteint le Vaiana. Salut tout le monde, salut Océane, voyageuse compulsive, salut Maë. Eh Maë, faut que tu te réabonnes hein. Tu peux te faire un petit réabonnement. Salut Daddy. Alors ce matin les amis, je monte juste mon son, voilà. Je vous ai mis dans le titre, on va faire deux petites choses ce matin, on va voir en juillet ce qui change pour votre argent. Souvent le 1er juillet il y a des modifications, il y a des augmentations de ci ou de ça. Oh ah j'ai mis les miettes partout. Oh, mais quel idiot celui-là. Mais c'est pas possible. Oh. Donc, on va voir ce qui change pour votre argent au mois de juillet. Et également, on va analyser le budget d'une abonnée. Alors là, j'ai choisi le budget d'une abonnée qui a 3 enfants. Oh, est-ce qu'elle est là? Genre, toc. Où est-ce qu'elle est? J'avais ouvert son message sur Instagram. Juste que je le retrouve. Voilà, ici. Tac. Voilà. C'est bon, c'est ouvert. Et vous allez voir que on va pouvoir comparer avec les budgets de Mélanie de la semaine dernière qui avait moins d'enfants. Bah, vous allez voir que c'est très intéressant. J'aime beaucoup cet exercice d'analyse de budget. J'apprends beaucoup de choses et j'espère que vous aussi. Et donc je tiens à vous dire que moi aussi j'apprends beaucoup de choses, j'ai pas la science infuse, et de voir un peu tous vos différents revenus précisément et toutes vos différentes dépenses, bah, c'est très intéressant. Avant de faire ça, on va voir ce qui change pour votre argent au mois de juillet. Petite introduction en bonne et due forme. Salut tout le monde. Bonjour à toutes et à tous, c'est Julien pour vous servir. Il est 10h01 et on est le 4 juillet 2023, c'est parti. Et il fait moche. J'ai déjà dit qu'il faisait moche? Ah, c'est la déprime totale. Il fait moche, il fait 20 degrés. J'ai l'impression qu'on est qu'on est en automne, il n'y a rien qui va. Bon alors, merci Maë, merci beaucoup Maë, pour ton réabonnement à venir. Fais-le ce matin. Moi, j'espère que vous allez bien. En tout cas, juste un petit peu de décalage là, voilà, comme ça, petite webcam comme ça, c'est mieux. Voilà. C'est parti. La pub, elle est là, c'est bon. Merci Chloé. Oh là, c'est un peu fort, mon son est un peu fort. Merci beaucoup Chloé pour ton 24e mois d'abonnement. Ça, c'est cool, merci beaucoup. Et merci Océane pour le soleil. Merci Daddy qui regarde le vlog du jour en même temps. Mais comment tu fais ça? Comment fais-tu ça? Écouter 2 vidéos en même temps, c'est incroyable ça. Tu es la personne la plus intelligente du monde, laisse-moi te le dire. Télévision plus télé, voilà. Qui tu écoutes? Est-ce que tu écoutes le live ou est-ce que tu écoutes le vlog? Ah, merci Maë pour ton réabonnement, c'est bon, voilà, on voit que t'es réabonné, effectivement. Et Daddy bosse en même temps. Eh bah dis donc, tu bosses en même temps et tu regardes un live Twitch et une vidéo sur YouTube. Oh, c'est incroyable ça. C'est incroyable. Écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup au moins, tu fais tourner les pubs, etc. Donc ça, c'est cool.
Alors, qu'est-ce qui change, les amis, pour votre argent ce mois-ci, au mois de juillet? Eh ben, j'ai envie de vous dire, pas grand-chose. Moi, je pensais qu'il allait y avoir des revalorisations de ci ou de ça. Parce que c'était peut-être dans les tuyaux, hein, que au début d'été, enfin au mois de juillet, ils allaient revaloriser un petit peu le SMIC ou certaines aides sociales. Il y a eu beaucoup de revalorisations l'année dernière et cette année. Bon, là, non, pas grand-chose, hein, franchement. Par contre, c'est un truc qui est quand même assez cool, je trouve, là, à partir du mois de juillet. Ça concerne tous les gens qui sont salariés, qui ont donc des fiches de paye. Voilà, donc tous les RSistes, vous n'êtes pas concernés. Je sais pas si ça existe, RSistes. Tous les gens qui sont... qui n'ont pas de fiche de paye, voilà, vous n'êtes pas concernés. Mais sinon, si vous avez une fiche de paye, il y a un truc pas mal qui va changer sur votre fiche de paye. Donc, votre prochaine fiche de paye à venir, vous allez avoir une nouvelle rubrique qui va s'intituler, écoutez bien, montant net social. Montant net social, cette nouvelle rubrique a pour but et pour objectif de faciliter la vie des salariés, bien évidemment, parce que notre vie est très très compliquée. Et donc, cette ligne montant net social correspondra au montant des revenus pris en compte pour le calcul de vos prestations sociales, à savoir notamment la prime d'activité, le RSA et toutes les autres primes sociales qui dépendent de vos revenus. Ah, vous me direz, mais on avait déjà le montant net. Ouais, mais t'avais montant brut, montant net et montant net après impôt. Bref, c'était trop compliqué. Donc là, concrètement, ce montant, cette fameuse ligne montant net social, a pour objectif de simplifier tout. Voilà. Vous n'aurez plus à vous poser la question, est-ce que c'est le montant net que je dois déclarer à la CAF ou est-ce que c'est le montant net après impôt? Il faudra que vous regardiez sur votre fiche de paye, à partir du mois prochain, cette nouvelle ligne montant net social. Voilà. Le fait qu'ils aient mis social dedans, effectivement, je pense que ça va faciliter la vie de beaucoup de gens qui, des fois, peut-être déclaraient pas le bon montant. Donc, peut-être perdaient de l'argent au niveau de leurs prestations sociales, même si des fois, ça se joue à pas grand-chose, ce net et ce net après impôt, là, ou avant impôt, je sais plus, là. Bref. Donc, voilà. Vous avez cette nouvelle ligne qui va apparaître, utilisez-la, ça va vous simplifier la vie selon l'administration française. Également, maintenant, nouvelle information pour les propriétaires, je vous en avais déjà parlé il y a X mois en arrière. Vous aviez une obligation de déclarer au fisc, à l'administration fiscale française, les biens immobiliers que vous possédez. Donc, si vous êtes propriétaire d'une seule maison, c'est votre résidence principale, c'était pas trop compliqué. Fallait juste aller dans l'onglet déclaration de biens sur impôt.gouv.fr et vous remplissiez vite fait. Fallait vérifier que bon bah voilà, votre maison elle fait bien 150 mètres carrés. Il faut mettre qui vit dans la maison. Monsieur, madame, ou monsieur, ou madame, madame, et ou monsieur tout seul ou madame tout seul, et le nom des enfants. Voilà. Et si vous hébergez votre grand-mère, votre tante, ou peu importe quelqu'un à titre gratuit, tout ça aussi, il faut le noter. Voilà. Ça devenait plus compliqué pour les gens qui avaient des résidences secondaires, ou pour les gens qui étaient propriétaires d'un terrain de loisirs, ou d'un terrain agricole, ou d'un parking, ou d'un box, ou d'une place de parking dans une résidence privée qu'ils mettaient en location, bref, patacoufin. Là, ça devenait un petit peu une usine à gaz, cette fameuse déclaration de biens. Bon, c'était censé simplifier les choses, soi-disant, je sais pas pourquoi, bon. Ça gonfle beaucoup de gens, ça gonfle même les syndicats des employés des impôts qui en ont marre. La date pour déclarer vos biens immobiliers au fisc était fixée au 30 juin, c'est rallongé d'1 mois. Mais à mon avis, ça va être rallongé de 6 mois, parce que c'est une galère ce truc. Voilà. Mais faites-le quand même, parce que si vous êtes propriétaire bailleur, et donc que vous avez une maison que vous mettez en location, il faut dire qui sont les locataires à l'intérieur. Hein? Donc, vous louez votre maison à monsieur et madame Martin, qui ont 3 enfants, il faut le noter. Donc voilà. Il y en a qui disent que c'est un peu du flicage, etc. Oui, oui.
Mais je pense aussi que c'est un mal pour un bien, ce flicage un peu excessif. Au moins, ça évitera que des propriétaires louent des taudis au black à des familles où il y a 10 personnes dans un logement de 20 mètres carrés. Voilà, ça permettra aux locataires qui sont abusés de faire valoir leurs droits, et ça permettra aussi aux propriétaires des fois de remettre un peu leur nez dans leurs affaires, si j'ai envie de vous dire. Bon bref, c'est censé sécuriser un peu ce monde de l'immobilier. Voilà, mais faites-le, hein, si vous êtes propriétaire, très important. Ok, des modifications sur le versement des prestations sociales, et ce sera la dernière info que je vous donnerai. Écoutez bien cette info, elle m'a fait rire, doucement rire. Le gouvernement a annoncé que dorénavant, le versement des allocations sociales, hormis les retraites, sur des comptes bancaires non européens, serait interdit à partir du 1er juillet 2023. Ça concerne le RSA, les prestations sociales familiales, allocation de ci ou de ça, allocation supplémentaire d'invalidité, allocation de solidarité aux personnes âgées, etc. etc. Maintenant, pour percevoir les prestations sociales françaises, vous devrez être titulaire d'un compte bancaire situé dans la zone européenne. Dans la zone CEPA, pardon. Donc, c'est tous les pays de l'Union européenne, ainsi que la Norvège, l'Islande, le Vatican, le Liechtenstein, Andorre, Monaco, Suisse et Saint-Marin. Ça m'a fait doucement rire, ça, parce que je me suis dit, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc quelqu'un qui a un compte bancaire au Venezuela, mais qui vit en France, hein, il peut toucher les prestations sociales françaises sur son compte bancaire au Venezuela? Mais quand j'ai lu cette info, je me suis dit, quand même, là, c'est un peu chelou, quand même. Hein. Mais même que quelqu'un qui vit en France et qui touche les prestations sociales françaises, il devra avoir un compte bancaire en France. Genre, pourquoi tu verserais les allocations familiales? Je sais pas si vous êtes un... Est-ce que je suis excessif, là? Vous dites-le moi. Mais un Portugais qui vit en France, hein, sa famille en France et tout, machin, patacoufin. Il a un compte bancaire au Portugal, il a le droit, hein. Il a peut-être une maison au Portugal, bon bref... Voilà, etc. Mais il faut qu'il ait un compte bancaire en France pour... si tu touches le RSA français, et là la CAF française, bref, tu peux pas... C'est quand même particulier. Moi, je pensais que c'était une obligation. Tu vois? C'est quand même assez chelou. Moi, je comprends pas. Et donc, c'est que à partir du 1er juillet que les virements vers les comptes étrangers sont interdits. Je trouve ça chelou. Hein. Mais européen, t'as encore le droit. Hein. T'as encore le droit. Mais je trouve ça très, très, très particulier. Hein. Pour avoir été expatrié pendant pas très longtemps, quelques mois en Australie, je peux vous dire que j'ai dû ouvrir un compte australien. J'ai dû ouvrir un compte bancaire en Australie pour toucher mes salaires en Australie. Tu vois ce que je veux dire? Je ne pouvais pas donner mon RIB français dans les restaurants, quand j'ai travaillé en Australie, c'était pas possible, quoi. Vous voyez, ça me paraît tellement chelou de se dire, je vis en France, je touche le RSA français, et puis il est viré sur un compte en Espagne. Et avant le mois de juillet, ça pouvait partir en Égypte, au Venezuela, au Japon, quoi. Enfin, c'est bizarre, quand même. Donc, juste, voilà, vous voyez? C'est quand même une petite info, je sais pas, chelou. Je pensais pas que c'était possible avant. C'est étrange, c'est clair. Je pensais aussi que c'était déjà le cas. Est-ce qu'il y avait déjà l'IBAN? Ouais, je sais pas. Oui, quand moi j'étais en Australie, est-ce qu'il y avait déjà l'IBAN? Peut-être, oui. Mais après, l'IBAN, c'est pour... ouais, je sais plus, quand j'ai l'IBAN, moi quand j'étais en Australie, c'était en 2005, 6, 7, 8, en 2008, c'est pas si vieux, non? 2008, j'avais déjà l'IBAN, mais après l'Australie c'est un pays qui est très fermé, hein, donc c'est un pays très à part, donc je crois que j'avais vraiment obligation d'ouvrir un compte, il n'y avait pas moyen que je fasse autrement, quoi. Ou alors fallait être payé au black en Australie, il y a beaucoup de restaurants d'ailleurs qui payaient au black les étrangers, beaucoup de Français, beaucoup d'Asiatiques,
Beaucoup d'Allemands, beaucoup de Hollandais, beaucoup d'Espagnols, beaucoup de Turcs. Enfin, en Australie, c'est incroyable, au niveau démographique, la- le panel d'étrangers en Australie, c'est quand même assez impressionnant. Avec ce fameux visa Working Holiday. Salut à toi, Geronimo Twitch, comment ça va? Gérasimo. Mais oui, je sais plus exactement. Effectivement, bon point pour l'IBAN. Peut-être que maintenant, avec l'IBAN, tu peux faire un petit peu ce que tu... C'est un petit peu différent. Dernière info pour les gens qui veulent créer leur entreprise, les auto-entrepreneurs, les micro-entreprises maintenant. Sachez qu'à partir du 1er juillet, le montant de l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise, l'ACRE, la fameuse ACRE, A-R-C-E, l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise, va être revalorisée à partir du 1er juillet. Le montant va passer de 45 à 60%. Ok. Alors attends. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors attendez. Donc l'ACRE, pour rappel, c'est une aide qui est versée par Pôle emploi et qui est destinée aux demandeurs d'emploi qui veulent créer ou reprendre une entreprise. Faut passer par des formations, tout un processus, etc. Faire valider ton projet par ton conseiller Pôle emploi. Bon, c'est un peu une tanasse, hein. C'est long, faut que tu ailles à des réunions qui servent pas à grand chose, mais bon, au final, tu as de l'argent qui rentre et tu as un allègement de charges. Voilà. Mais donc, le gouvernement explique que le montant de l'ACRE va passer de 45 à 60% des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi qu'il reste à verser. De préciser que seuls les demandeurs d'emploi dans le contrat... Ouais, donc en gros, l'ACRE va augmenter, voilà, mais c'est pas très clair, mais bon, voilà, il va y avoir une augmentation de 15%, mais... Bon, l'ACRE, c'est compliqué. Est-ce qu'il te reste Est-ce qu'il te reste du chômage? Est-ce qu'il te reste de l'ARE? Tu peux demander à ce qu'on te verse toute ton ARE d'un coup ou une partie, bon bref. Voilà. Mais sachez que bah, vous gagnerez plus d'argent à monter votre entreprise à partir du mois de juillet que le mois dernier. Voilà. C'était la petite info qui fout les boules à tous ceux qui ont commencé leur procédure d'ACRE il y a 2 mois. Si vous l'aviez commencé là, vous auriez peut-être touché un petit peu plus. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est la vie, les amis. En Australie, ils utilisent beaucoup une appli qui reprend toutes les cartes bancaires et qu'ils payent sans contact partout dans le monde. Merci à toi, Gérasimo. Oui, bah maintenant, c'est vrai qu'avec les applications et la mondialisation des apps, t'as raison, hein, des apps, ouais, bah oui. Mais ça, c'est pour payer. Hein, mais pour recevoir ton salaire, moi je sais que je travaillais dans un grand hôtel 5 étoiles, tu vois, c'était un hôtel Hilton, du groupe Hilton. Voilà, il m'avait demandé d'avoir un compte bancaire australien. Mais bon, voilà, c'était en 2008, effectivement, il n'y avait pas toutes les applis qu'il y a maintenant, donc voilà. Bon, ça, c'était la petite info vite fait pour ce qui changeait au mois de juillet. Donc, vous l'avez vu, pas grand-chose d'intéressant. Ah si, au niveau du gaz, voilà, je suis allé trop vite dans ma fiche. Au niveau du gaz, le tarif réglementé du gaz va disparaître. Est-ce que ça va changer votre vie? Oui et non. Maintenant, vous allez avoir beaucoup plus de concurrence, des offres au tarif du marché, comme on dit. Donc, c'est bien et c'est pas bien. C'est-à-dire qu'il faudra toujours faire attention maintenant quand vous prenez un contrat chez un fournisseur de gaz alternatif, nouveau, les néo-fournisseurs, etc. Regardez bien dans votre contrat, voilà, si c'est un contrat où le tarif qui vous est proposé, c'est un tarif qui est bloqué, ou est-ce que c'est un tarif qui peut fluctuer? Parce que si on vous propose une réduction de 10 ou 15%, ou voire 20% par rapport à GRDF, par exemple, EDF, GRDF et compagnie, là, bah, si ça se trouve, cette réduction de 10, 15 ou 20%, elle est valable que pendant 1 an, voire pendant 6 mois. Et au bout d'1 an, vous allez oublier, et donc votre année plus 2, plus 3, plus 4, et bah, vous allez payer votre gaz, des fois beaucoup plus cher. Voilà, c'est un peu... Voilà, moi j'ai toujours un peu de mal avec ces contrats de gaz et d'électricité où les tarifs sont jamais les mêmes. Voilà, moi j'aime bien savoir combien je paye, c'est le même tarif, il est bloqué. Si je vais voir la concurrence, je vais peut-être certes pouvoir payer 10% moins cher, mais
personne ne va me dire si ces 10% moins chers vont perdurer dans le temps. On le voit notamment avec l'électricité et avec son augmentation énorme qu'il y a pu avoir en 2021, 2022. Il y a énormément de fournisseurs alternatifs d'électricité qui ont fermé, qui ont essayé de revendre leurs contrats. Ça a été le cas de Cdiscount Energy, je crois, au Somme Energy ou au Home Energy, je ne sais plus quoi. Ils ont essayé de revendre leurs contrats à des fournisseurs plus gros. Ils ont essayé de revendre leurs clients, un peu comme un patient un médecin qui part à la retraite et qui va vendre sa patientèle, tu sais. Bah eux, ils ont essayé de revendre leur clientèle, sauf que un patient qui revend sa patientèle, c'est prestigieux, etc. Un fournisseur d'électricité qui ne peut pas... Qui est dans la merde tout simplement, hein, qui gagne pas d'argent, qui perd de l'argent, qui va essayer de revendre sa clientèle à des plus gros, les plus gros type Engie ou Total Energy ou etc. Bon bref, c'était voilà. Donc les fournisseurs alternatifs qui sont petits et qui proposent des tarifs très très bas, moi je m'en méfie toujours. Voilà. Quand c'est pour votre téléphone portable et que vous allez chez un fournisseur, chez un opérateur téléphonique que personne connaît, on s'en fout un peu, quoi. Vous allez payer 4 € votre forfait mobile, c'est des trucs sans engagement. Si votre fournisseur téléphonique il fait faillite, vous en avez un peu rien à faire. Vous changez de fournisseur, vous rachetez une carte SIM, ça vous coûte 9 ou 10 € et vous n'avez pas perdu trop d'argent. Vous n'avez même pas perdu d'argent du tout. Mais pour le gaz et l'électricité, moi je mets toujours un bémol. Attention à ces fournisseurs-là. Bref, voilà. C'est parti les amis, on va analyser le budget d'une abonnée comme on avait pu le faire la semaine dernière. La semaine dernière, est-ce qu'il y en a qui étaient là avec nous pour le budget de Mélanie? Mélanie, je sais plus quelle était trop sa situation familiale. Ah oui, c'était famille monoparentale la semaine dernière. Maman solo avec 2 enfants. Mélanie n'a pas pu être là pour le live. Et elle m'a du coup apporté des précisions parce qu'elle a regardé le replay et ces précisions étaient très intéressantes. Rappelez-vous, on avait mis un petit bémol sur son assurance voiture. Enfin, j'avais mis, et dans le chat également, vous étiez revenus, vous étiez d'accord en partie avec moi. Il y en a certains comme Mélanie qui paye une assurance voiture à 50, 70 € par mois. Moi, je trouvais ça excessivement cher et je disais... Salut à toi, Piscinounours, merci, avec plaisir. Avec plaisir. Et donc, effectivement, je trouvais que c'était très cher. Elle a apporté des précisions en disant qu'effectivement, elle paye bien 70 € par mois pour son assurance voiture. Et elle me dit, j'avoue que je suis surprise de vos réactions. Avant, je payais 50 € par mois pour une Citroën C3 neuve en tout risque. Ma voiture a été cartonnée. Je viens de me racheter une C4 Cactus, quasiment neuve. Donc un plus gros modèle, effectivement, les Citroën Cactus, là c'est toujours un peu plus gros, et donc elle paye 70 € par mois, avec de très bonnes garanties, blablabla. Dans mon entourage, c'est à peu près les mêmes tarifs pour les assurances auto, donc je ne m'attendais pas à ce qu'on me dise que c'était cher. Surtout que j'ai changé d'assurance il y a 1 an pour tout regrouper. Alors effectivement, tu vois, Mélanie, vous voyez, tous ceux qui ont une assurance auto chère, 50, 60, 70, 80, 90, 100 € par mois, c'est cher, je vous le dis, c'est cher. Là, j'ai reçu mon échéancier. Après, quand c'est en tout risque, voilà, quand c'est en tout risque, oui, tu vas payer plus cher que quand c'est une assurance au tiers. Mais j'ai envie de dire à Mélanie que Mélanie nous dit qu'elle payait avant 50 € par mois pour sa Citroën C3 en tout risque. Ma voiture a été cartonnée. J'ai envie de te dire, Mélanie, que si ta voiture a été cartonnée, tu n'avais pas besoin d'une assurance tout risque. Donc c'est vrai que souvent les gens prennent une assurance tout risque quand ils ont une voiture neuve. Parce qu'ils se disent, et nous les premiers, nous on a une assurance tout risque et on a toujours une assurance tout risque, alors que notre voiture elle a 5 ans. Vous voyez, hein, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Donc je donne des conseils mais je ne les applique pas à moi-même. Pour notre petite voiture, j'ai reçu l'échéancier hier, on est à 190 € par an. C'est une petite voiture 4 places qui a 10 ans. Elle est assurée juste en bris de glace. On paye 190 € par an. Ça fait vraiment pas beaucoup par mois.
de tête, c'est compliqué, 190 par 12, ça fait 15 euros. 15,8 euros, enfin ça fait 16 euros par mois. Voilà. On paye 16 euros par mois pour notre voiture qui est toute petite. On a beaucoup de bonus, on n'a aucun malus, on est des très bons conducteurs. Je prie... bon bref, on est aussi petit rouleur, donc on fait peu de kilomètres. Donc tout ça, ça fait que ça réduit. Sur notre plus grosse voiture, c'est un Ludospace, comme on les appelle, les berlingots, les Dacia Docker, les Renault Expert, bon bref, tous ces machins-là. C'est plus gros, ça consomme plus. On est plus ou moins à 400 euros par an. En tout risque. Ok, 400 divisé par 12. Ça fait 33 euros. Donc, moi, j'ai vraiment du mal à comprendre comment on peut payer 50 ou 70 euros par an, sauf si on a des malus. Voilà, voilà. Nous, on est plus jeunes conducteurs, donc on a tous nos bonus. On n'a jamais eu d'accident responsable, donc on a vraiment des très bons bonus. On a 5% de réduction en plus à la GMF parce qu'on est bonus éco-conducteur, machin, patacoufin. Ce bonus va passer à 10% de réduction supplémentaire. Donc, voilà. Mais très clairement, une C4 Cactus, c'est certes une grosse voiture, mais c'est pas une voiture énorme non plus. On n'est pas sur des gros SUV, sur des BM, des Mercedes qui consomment beaucoup et compagnie. Donc là, on est sur du 70 euros par mois. Et j'ai envie de vous... Vraiment, je vous le redis, une assurance auto tout risque, c'est uniquement si vous êtes des mauvais conducteurs et que vous cartonnez régulièrement vos voitures vous-même. Le tout risque, c'est pour vous assurer vous. C'est si vous prenez votre portail ou si vous prenez une bite de trottoir parce que vous ne savez pas faire un créneau. Voilà. Ça sert à ça, le tout risque. Mais si vous êtes des bons conducteurs, prenez le tout risque pendant 1 an ou 2 parce que, voilà, moi je suis cordonnier toujours, hein, moi, hein, j'ai du tout risque, ça fait 5 ans. Hein, je sais pas pourquoi j'ai toujours pas changé, il faut vraiment que je le fasse. Mais ensuite, passez au tiers. Passez juste au tiers, bris de glace et vol et dégradation, etc. Parce que le tout risque, c'est si vous êtes vous responsable des dégâts que vous allez causer vous à votre voiture. Mais si vous êtes bon conducteur, que vous arrive jamais rien, que vous faites jamais de rayures ou que vous prenez jamais, que vous savez manœuvrer, quoi, en gros, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas nécessaire d'avoir du tout risque. Vraiment, c'est vraiment, je vous le dis. Et si votre voiture, elle a 3 ans passés, arrêtez avec le tout risque. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, il n'y a pas besoin. Si vous avez un accident un jour et que vous êtes responsable de l'accident et que vous endommagez la voiture de quelqu'un, les dégâts de l'autre voiture, elles seront prises en charge par votre assurance. Alors oui, par contre, les dégâts de votre voiture, bah là, vu que vous ne serez pas en tout risque, effectivement, vous êtes responsable d'eux. Donc là, oui, les dégâts de votre voiture seront à votre charge. Mais si vous êtes bon conducteur, il y a des gens, ils restent en tout risque toute leur vie. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas nécessaire selon moi. Surtout si à la fin du mois, vous êtes un peu en galère au niveau de vos comptes. Voilà. C'est juste un conseil. Vous faites après ce que vous voulez. Il y en a qui sont à l'aise avec la tout risque. Ils ont même des vieilles voitures et ils restent en tout risque. Ça, c'est vraiment, vous faites comme vous voulez. J'ai commencé à regarder le replay pour le budget de Mélanie, c'était très intéressant. Bah, merci à toi, voyageuse compulsive. Mon homme paye 1200 € par an pour une Opel Astra en tout risque. On a eu du malus car on a planté sa voiture dans un fossé il y a 8 mois. Ah oui, mais alors là, tu as eu un malus en plus qui est récent. Donc attends-toi à payer cher Océane pendant encore un bon moment. Hein. Dès que tu as un accident responsable, tu vas payer ton assurance auto beaucoup plus cher pendant beaucoup de temps. Voilà. Vous attendez pas à avoir une assurance auto moins chère l'année prochaine. Dès que tu as un accident responsable, bah, c'est de ta faute et ouais, bah, t'es considéré pour les assurances comme un mauvais conducteur. Quand tu mets ta voiture dans un fossé, sauf si tu arrives à prouver que c'était pas de ta faute, que c'est ton pneu qui a éclaté, mais bon, encore faut-il que ton pneu soit neuf, qu'il ait été mal posé par le garagiste ou autre. Enfin, c'est généralement, ouais, quand tu mets ta voiture dans un arbre, dans un fossé, dans un mur ou autre,
les assurances, ils sont pas du tout cléments avec toi. C'est très très difficile ensuite de revenir à des tarifs plus normaux. Daddy qui dit qu'elle paye 45 € par mois pour une petite 208, c'est cher en fait. Oui, c'est très cher, bah, bien sûr. C'est 45 € par... C'est vraiment très très cher. Vraiment, hein, 44 € pour une Twingo Tourist voyageuse compulsive, c'est pas cher. Enfin, 44 € pour une Twingo en Tourist, c'est super cher. Tu vois ce que je veux dire? C'est super cher, c'est une Twingo. Une Twingo. Tu payes autant ton assurance que moi. Alors que ma voiture, elle a 5 places, qu'elle est plus grosse que la tienne. 44 € pour une Twingo en touriste, c'est très cher. Vraiment, hein. Faites le tour des assurances. C'est pas normal, vous payez trop cher, les gars. Moi, je vais pas vous dire d'aller à la GMF parce que je suis à la GMF, mais je considère pas que la GMF, c'est la meilleure assurance du monde. Non. Nous, on est à la GMF depuis qu'on a 18 ans, donc on a plein de bonus. On a plein de bonus. Bon conducteur, fidélité, patacoufin, voilà. Donc si vous êtes à la même assurance depuis des années, restez dans cette assurance-là. Mais allez les voir en leur disant que non, quoi, que vous avez fait des comparatifs et que très clairement, ça va pas. T'imagines, 44 € par mois pour une Twingo en tout risque. Ça veut dire que tu payes 528 € par an. Imagine. Pour une Twingo. Ça va quand même. Non, non. Et à côté, ton chéri, il paye 43 € pour une 208 électrique. Alors oui, on va dire, les voitures électriques sont soi-disant moins chères en assurance. Bah, dans ce cas-là, pourquoi ils payent aussi cher, quoi? Bon, après, c'est du tout risque, elle est neuve, c'est une voiture électrique. Moi, je mettrais assurance Tourix aussi, mais bon, voilà. Bref. Les coûts de portière sur les parkings, c'est pas pris en charge au tiers. Les coûts de portière, si quelqu'un te met un coup de portière et te raye ta voiture, c'est pris en charge au tiers. Bien sûr que c'est pris en charge au tiers. L'assurance tout risque sert uniquement à assurer ce que toi tu fais, les dommages que toi tu fais. Après, les assurances au tiers, tu as des options. Tu as bris de glace, vol, incendie, dégradation, etc. Si tu as envie de prendre l'option dégradation parce que ton homme c'est un angoissé des petites rayures de parking et qui fait l'amour à sa voiture, eh ben ton homme, il va prendre l'option dégradation, parking, etc. Mais il n'a pas besoin d'avoir du tout risque. Pas besoin. Après, des fois, quand tu prends l'assurance au tiers avec toutes les options, tu es quasiment au même prix que l'assurance tout risque. Donc autant prendre l'assurance tout risque. Parce que du coup, tu t'assures aussi pour toi tes dommages que tu vas causer du fait de ta mauvaise conduite. Voilà. Parce que c'est le tout risque, c'est ça. C'est vraiment ça. Hein. Bah écoutez, je suis ravi que mes conseils vous aident. Regardez, Benji, je paye 60 € pour un trafic 9 places en tout risque. Vous voyez? Regardez, comparez. Benji, il a 9 places en tout risque. Il est à 720 € l'année, 60 € par mois. Comparez, 60 € par mois pour un trafic. Un trafic, c'est énorme. 60 € par mois pour Benji, ça me choque pas. C'est un trafic, c'est un minibus. Il paye 60 € pour son minibus. La voyageuse compulsive, elle est à 44 € pour sa Twingo. Il y a un gros souci. La Twingo, elle devrait être à 30 €. Elle devrait être moitié prix que le minibus. Mais largement. Benji, il a 9 personnes dans sa voiture. Il a potentiellement 9 sacs à main. Parce que les assurances, faut pas oublier que ça assure aussi l'intérieur du véhicule, les vols et tout ça. Même si, n'oubliez pas que vos cartes bancaires aussi peuvent vous assurer les vols de sacs à main, de ci, de ça, de contenu, de coffre dans votre voiture. Donc des fois, on prend des options dans les assurances auto où on veut assurer les vols du coffre, les vols à l'intérieur. Mais tu as déjà ta carte bancaire qui assure pour les vols à l'intérieur de ta voiture. Donc ne prenez pas double assurance. Vérifiez ça. Et encore une fois, les coordonnées sont toujours les plus mal chaussées parce que moi, j'ai jamais vérifié ça. Je donne des conseils que j'applique pas. Mais appliquez mes conseils. Faites-le à ma place. Voilà. Il y a Piscinounours qui dit « On a eu des augmentations d'assurance à cause de plusieurs impacts sur le pare-brise et là, on est en train de refaire la carrosserie de 2 voitures à cause de la grêle. » Alors, tu peux avoir effectivement des petites augmentations d'assurance si tu as régulièrement de la grêle ou régulièrement des impacts sur ton pare-brise. Parce que les assurances vont partir du principe aussi qu'à un moment donné, aller chez Carglass pour changer ton pare-brise une fois par an, déjà c'est trop.
Et il y en a, ils y vont plusieurs fois par an. Et du coup, les assurances, ils ont envie de dire, bon, ces gens-là, soit ils nous prennent pour des cons, parce que 2 ou 3 impacts par an de pare-brise, et puis recevoir de la grêle sur ta carrosserie plusieurs fois dans l'année, soit c'est des gens qui ont vraiment pas de chance, soit c'est des gens qui nous prennent pour des idiots. Et je suis désolé, il y a des gens qui arnaquent les assurances. Très clairement. Il faut le dire. Ils font exprès de péter leur pare-brise. Pour aller chez Carglass, pour le changer, pour avoir les balais d'essuie-glace offerts. C'est pas des conneries que je vous dis. C'est la vérité. Donc, c'est normal que les assurances, quand il y a trop de bris de glace, trop de grêle, etc. sur les voitures, des fois, il y a des gens, ils ont des petits pocs comme ça de grêle sur leur voiture, ils vont voir l'assurance et ils demandent à refaire la peinture. Sauf que tu refais la peinture de ta toiture de voiture, il faut que tu refasses toute la voiture des fois. Parce que si tu as une peinture spécifique, le fait de machin... Et donc l'assurance des assurances dit non mais attendez, c'est bon quoi. Je veux dire, ça va aller, 3 secondes. Vous payez pas grand chose votre truc. Donc voilà, donc je peux comprendre. Il y a des gens qui abusent, donc les assurances, voilà. Et en plus, voyageuse compulsive, elle nous dit j'ai même pas de malus pour ma Twingo à 44 €. J'avais déjà fait des comparaisons et c'était vraiment le moins cher. Mais dans ce cas-là, tu vas voir ton assurance et tu leur dis de baisser ton prix. Clairement, tu leur dis vous me baissez ça quoi. Franchement, hein. Ça se comprend, mais ça fout les boules, surtout quand on y est pour rien. Alors, Piscinounours, tu y es peut-être pour rien. Mais si t'as la grêle qui tombe 3 fois sur ta voiture en 1 an, et si t'as 2 bris de pare-brise en 1 an, j'exagère, mais si ça se trouve, c'est ce qui t'est arrivé, c'est certes pas de ta faute, mais les assurances, ils vont quand même dire, ce client-là, il a pas de chance. Donc on n'en veut pas de ce client. Les gens qui ont la schkoumoun, on n'en veut pas. Voilà. Bon allez, on passe au budget de Amy. Je vous mets une petite pub et on attaque ça. À tout de suite. De retour. Merci à vous d'avoir regardé cette petite publicité. Il y a Céline qui rapporte une précision sur les coûts de portière sur un parking. Elle a fait une petite recherche rapide et elle nous dit que c'est pris en charge par une assurance routière, mais uniquement si le conducteur qui est responsable du coût de portière est identifié. Effectivement, ouais. T'as probablement raison, mais après, je crois qu'il y a aussi l'assurance, l'option dégradation, l'option vandalisme. L'option vandalisme, voilà. Alors, je sais pas s'il y a des experts, mais je crois que l'option vandalisme, c'est les gens, par exemple, qui vont rayer volontairement ta voiture avec une clé, ou les gens qui vont volontairement dégrader ta voiture en te pétant le rétroviseur, ou en te jetant une pierre sur la vitre, même pas pour te voler l'intérieur, mais pour te vandaliser la voiture. Je crois que cette option vandalisme peut prendre en charge, du coup, les coups de portière. Après, il faut pas que toi, tu dises que c'est un coup de portière, du coup. Faut que tu dises, ma voiture a été vandalisée, voilà. Mais bon, là, tu mens un petit peu à ton assurance, voilà. Comme le dit Benji, des fois, il y a des failles dans les assurances. Lui, voilà, il n'hésite pas à utiliser les failles des assurances. Il me dit, au boulot, une entreprise de peinture avait peint le bâtiment au pistolet et ça a touché toutes les voitures. Du coup, j'ai fait marcher l'assurance. J'ai fait 2000 € de réparation au lieu de refaire juste un simple lustrage pour enlever la peinture. Il a carrément, du coup, changé toute sa carrosserie. Non, après, oui, les assurances ont des failles. Il y a des gens qui s'y engouffrent et qui ne sont pas dans la malhonnêteté. Ils ne sont pas dans l'illégalité. C'est effectivement des failles que tu peux exploiter. Il faut connaître les options de ton assurance et il faut savoir utiliser les bons mots quand tu les appelles. Et avant que tu les appelles, il faut t'y préparer. Si par exemple vous avez de la grêle qui vous tombe sur votre voiture, mais que dans votre assurance auto, vous avez dit que votre voiture était garée dans un parking couvert à l'intérieur de votre domicile, si là, vous n'aviez pas mis votre voiture dans votre parking couvert, donc à l'intérieur, et que vous avez laissé la voiture devant chez vous, ou que vous avez laissé la voiture dans votre cour, dans votre jardin, pour X raison, parce que dans votre garage, vous n'aviez pas envie de la mettre ce jour-là,
et que là, elle se prend la grêle, et si vous dites à votre assurance, elle s'est pris la grêle, ils vont vous dire où, vous dites devant chez moi, ils vont vous dire, mais pourquoi vous ne l'avez pas mis dans votre garage? Je vois que vous avez un garage couvert. Et ben là, vous allez être là au téléphone, vous allez dire, oui, c'est parce qu'en fait, dans mon garage couvert, j'ai des cartons, j'ai des, en fait, j'ai des canapés, en fait, j'ai pas ma voiture parce que, voilà, et ben là, vous êtes mort. Voilà. En fait, faut pas mentir à une assurance. Vrai, faut dire la vérité. Et si vous êtes menteur professionnel, il faut réfléchir à votre appel avant. Et donc, il faut dire, j'étais au travail, et ils vont vous demander au travail où, dans quelle rue. Il faut être sûr qu'il y a eu de la grêle au travail. Donc, quand tu te lances comme ça dans des mensonges à l'assurance, faut faire très attention parce que ça peut te causer des très gros soucis. Je prends l'exemple de la grêle parce que c'est arrivé à des connaissances. Voilà, tu veux mentir sur le lieu où ta voiture a pris la grêle, mais il faut être sûr qu'il y a vraiment de la grêle qui est tombée dans cette rue-là, à ce moment-là, à cette heure-là. Tu vois ? Voilà, si tu dis à ton assurance que ta voiture est protégée chez toi et qu'en fait elle n'est pas protégée, qu'elle est garée dans la rue, et qu'il y a de la grêle qui lui tombe dessus, tu peux pas dire que tu as eu de la grêle devant chez toi. Tu peux pas le dire. Parce que ta voiture, elle est censée être protégée dans ton garage. Donc tu peux dire, je rentrais chez moi, j'étais juste en train d'arriver, j'étais devant mon portail. Voilà, mais il faut être sûr de toi, de ton mensonge, et savoir que ça peut te causer des gros problèmes. Donc moi, je vous conseille pas de faire ça. Parce que là, c'est même pas jouer avec les failles, c'est carrément mentir à l'assurance. Et ça, c'est passible de poursuite. Et pour l'assurance voiture, juste, je vous redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand je vous dis de faire des comparatifs, je vous invite pas forcément à changer d'assurance auto. Restez dans votre assurance, mais demandez-leur un geste, une réduction de 5%. Voilà. Surtout si vous avez 2 assurances chez eux. Déjà, si tu demandes 5% de réduction sur tes 44 € par mois, ça fait que tu vas pouvoir bénéficier de 2,20 € de réduction. Voilà. Donc, tu vas passer de 44 € par mois à 41,80 € par mois. Donc, déjà, ça te fait une petite réduction sur l'année. Vous voyez ? Vous demandez juste 5% de réduction parce que vous avez 2 assurances, parce que vous êtes fidèle, parce que vous n'avez pas d'accident responsable depuis X années. Par contre, si vous êtes mauvais conducteur, cherchez pas, vous paierez cher. Voilà, faut même pas chercher. Voilà. Voyageuse compulsive vient de refaire une simulation. Je pourrais passer à 20 € ou à 25 € chez mon assurance actuelle. Voilà, tu vois. T'imagines, tu passes de 44 € par mois à 25 € par mois. Après, voilà, vérifie les options, les tiers, etc. Océane qui dit oui, mais il y a des expertises après pour prouver si c'est vandalisé ou non les portières. Oui, bien évidemment. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites pas n'importe quoi avec vos assurances. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Et puis voilà, ensuite Mélanie, par rapport à la semaine dernière, m'avait envoyé d'autres précisions, notamment sur son électricité, effectivement, que c'était cher, elle en est bien consciente. Et elle conclut en disant, effectivement, il faut que je revoie comment gérer correctement mon budget, car je pars dans tous les sens en ce moment. J'ai pas mal de dépenses imprévues, j'ai aussi oublié de donner les montants de l'eau, de la cantine, de la garderie, centre aéré, etc. Mais grâce à tes conseils, je vais pouvoir me pencher dessus. Merci encore, avec plaisir, Mélanie. L'idée, c'est vraiment ça de ces lives, c'est de vous aider à vous pencher sur votre budget. Donc la semaine dernière, c'était une famille monoparentale avec 2 enfants. Aujourd'hui, c'est une famille qui a 3 enfants, donc qu'on qualifie de famille nombreuse, et en couple. Et vous allez voir, c'est intéressant.